depuis plus de 20 ans, donc depuis très, très longtemps. Et j'ai publié quelques livres, dont Enquête de paternité il y a 10 ans. Moi, j'ai vraiment été à la rencontre de personnalités connues et des hommes de tous les jours qui m'ont parlé vraiment de leur parcours comme père et aussi de la relation qu'ils avaient avec leur autre père, d'où mon intérêt grandiose depuis pour la paternité, parce qu'à travers cette expérience-là, j'ai pu m'apercevoir qu'il n'y avait pas nécessairement un type de paternité, il y en avait plusieurs, qu'à travers la paternité, bien, il y avait de la joie, il y avait de la peine, il y avait de l'impuissance et tout ça. Donc, très connectée au thème de la paternité depuis. Et évidemment, j'aime beaucoup pouvoir transmettre ce que j'apprends, transmettre ce que j'entends. Fait que depuis aussi, je donne beaucoup de conférences et je participe à des documentaires et des entrevues médiatiques lorsqu'on me le demande. D'ailleurs, vous avez peut-être eu la chance de me voir la binette dans les 2 dernières semaines dans les médias avec tout ce qui se passe en violence conjugale. J'ai été interpellée là, par les médias, autant audio que visuel, pour pouvoir parler de la violence conjugale chez les hommes. Alors, j'ai la chance avec moi aujourd'hui d'avoir, on la voit, parce que moi, je ne la vois pas, mais Valérie Richer est là avec moi. Elle va s'occuper, c'est ma collègue au regroupement provincial, qui va s'occuper vraiment du chat. Tu sais, comme on peut pas, comme il n'y a pas de signe de lever la main, puis que je ne vois pas tous en même temps, passer par le chat. Moi, Valérie va me faire signe à partir du moment où il y a une question, où il y a un commentaire pertinent. Valérie va nous faire signe. Et j'ai la chance aujourd'hui de... Ah, allô Valérie, là, je te vois. de co-animer cet atelier-là avec Charles. Donc, Charles, je te laisse te présenter. Oui, bien, bonjour à tout le monde. Juste pour être certain, est-ce que vous voyez le partage d'écran actuellement? Si vous voulez le voir en grand, il faut peser sur... Il y a comme à la droite de votre écran, en bas, une espèce de 4 flèches là, qui forment un carré. Fait que si vous voulez voir le PowerPoint, il faut peser là-dessus. Parfait. Je veux juste être certain que le partage d'écran avait bien fonctionné pour pas qu'on cumule les problèmes. Oui, mon nom c'est Charles Marceau, je suis intervenant à l'Entraide pour hommes depuis un peu plus de 3 ans, donc ça va être un petit peu moins long peut-être comme présentation que pour Geneviève, ça fait plusieurs années qu'elle est ici. Mon travail, en fait, j'accompagne les hommes qui viennent nous voir là, au niveau de la gestion des comportements de violence. On a aussi un volet là, dans lequel on va travailler avec les hommes qui viennent nous voir dans le cas où ils sont victimes de violence, étant donné que c'est une réalité qui existe. Hein. On parle beaucoup des femmes qui sont victimes de violence. C'est 80% de toutes les gens qui sont victimes de violence en termes de violence conjugale. Il reste un 20% que c'est des hommes, donc on fait l'accompagnement aussi à ce niveau-là. Et je fais aussi des présentations dans les écoles. On fait de la sensibilisation, là, un petit peu de prévention dans les écoles secondaires aussi de ce côté-là. Donc, ça va donner, je vais être la petite touche d'intervention de clinique là, qui va être apportée là, davantage dans la présentation d'aujourd'hui. Merci, Charles. Avant qu'on débute, mise en garde importante. En aucun cas, nos propos vont viser à minimiser les gestes de violence. Vous allez entendre, soit de moi, de Charles, plein de points d'humanité parce qu'on croit beaucoup au potentiel de changement, mais jamais lorsqu'on va en parler, ça veut dire qu'on vient minimiser ce geste-là. Ça, je pense que c'est important de pouvoir le dire. La violence conjugale, c'est criminel, mais avec le temps, on est capable d'en parler avec beaucoup d'humanité et de douceur, tout simplement. C'est vraiment un atelier de sensibilisation. C'est pas scientifique. En fait, ce qu'on a fait, Charles et moi, on a ouvert les dossiers paternité de l'année. Puis on a fait vraiment les profils types qu'on voit à l'entraide pour hommes. En fait, nous, on voit par année environ 1200 hommes là, dans notre bureau. 70% d'entre eux là, sont des papas. Donc, les profils types sur lesquels on s'est basé, c'est vraiment sur la clientèle de l'entraide pour hommes. Donc, il y a un petit côté biaisé. On comprendrait, c'est des gens qui ont accepté de vouloir faire la démarche avec nous. C'est important de placer ça dès le départ. Pourquoi cet atelier-là est important? Quand Raymond m'a interpellée pour cet atelier-là, j'ai comme fait c'est un sujet qui est sensible. Comment je vais apporter ça? Comment je vais le dire? Cette semaine, je trouve qu'il est très bien placé dans l'actualité. Je trouve que ça fit super bien. C'est important parce que
moi-même, quand j'ai commencé à travailler à l'entraide pour hommes, je suis, la première fois là, que je devais rencontrer un homme ayant des comportements violents, la veille, j'ai bien, bien mal dormi. Je me suis mis à avoir peur, à avoir regretté d'avoir fait ce choix-là. Pourquoi est-ce que je travaille là? Mal dormi. Je suis arrivée au bureau et j'ai respecté toutes les règles que j'ai apprises à l'école. Ça veut dire enlever tous les objets contondants sur mon bureau, m'assurer que ma chaise n'est pas loin de la sortie. Donc, toutes les règles qu'on connaît. Et au fil du temps, et j'avais vraiment ce préjugé-là qui est l'homme batteur de femmes qui va entrer dans mon bureau, qui va être difficile à aller chercher sans émotion, qui est probablement bien fier de ce qu'il fait. Ça n'a pas été long que je me suis aperçue que c'est pas nécessairement ça qui se passe. Et souvent, ces hommes-là sont très, très honteux. Ils portent beaucoup de culpabilité. Ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait. Souvent, ils ne savent pas qu'ils ont des comportements violents parce que ce qu'on voit dans les médias, et on en a beaucoup parlé dans les derniers temps, ce qu'on dit dans les médias, c'est on va parler d'une violence qui est très extrême, qui est très, très, très brutale. On parle de ces hommes-là comme étant des monstres. Donc, autant moi qui débutais comme intervenante que la population en général, on porte cette espèce de stéréotype-là. Donc, c'est important qu'on puisse en parler. C'est ça qui va venir me démontrer les profils, c'est qu'il y a un continuum dans la violence. Il n'y a pas juste un profil type. Donc, c'est important de pouvoir en parler. Et ce qui est important, moi, mon objectif aujourd'hui aussi, c'est que vous puissiez voir qu'il y a différents profils de violence, puis que vous puissiez partir d'ici en disant « Hey, il y a quelque chose à faire avec ces gars-là. » Et effectivement, ça peut être un bon père. Très souvent, puis Charles, tu pourras ajouter là-dessus, très souvent, de façon systématique, de façon spontanée, c'est ce gars-là a eu un geste de violence, alors on l'enlève de son milieu ou il ne mérite pas d'avoir un lien avec ses enfants. Donc, c'est important qu'on puisse parler de ça parce que, et moi, et Charles, et les autres intervenants, c'est pas de ça qu'on voit sur le terrain. Il y a beaucoup des préjugés, en effet, qu'on voit, qu'on rencontre. Puis, comme Geneviève l'a nommé, moi-même aussi, quand je suis arrivé dans l'organisme, on a des préjugés sur les hommes qui vont venir nous voir, que c'est toujours de la violence physique, etc. Donc, c'est un peu de briser tout ça, puis d'être capable de voir, on le dit, on croit au potentiel de changement, évidemment, si on fait le travail qu'on fait actuellement. C'est briser ce tabou-là et d'être capable de comprendre, en effet, que les hommes qui viennent nous voir, ben, ils sont là dans une idée de changer. C'est pas dans une idée de continuer, qu'il n'y a pas juste un profil, pas juste une personnalité associée là, à des hommes qui font de la violence dans leur couple ou en famille, en fait. Là. Comment, très brièvement, là, parce que c'est vraiment un peu un atelier sur la violence, mais je trouvais important un peu qu'on parte avec voir comment on apprécie, comment on évalue les facteurs de violence, qu'est-ce qui vient déterminer une dynamique. Tu peux peut-être changer de diapositive, s'il te plaît, Charles. En fait, il faut tenir compte, bon, est-ce que, puis je parle brièvement, là, c'est juste pour mettre la table, est-ce que les agressions sont répétées de façon constante? Quelle est la fréquence de ces agressions-là? Est-ce qu'elles sont sévères? Est-ce qu'elles sont moindres? Et les conséquences aussi, les conséquences du geste. Est-ce qu'elles sont sévères? Est-ce qu'elles sont moindres? Et l'équilibre des pouvoirs entre les deux personnes. Est-ce qu'il y a un pouvoir entre les deux personnes ou est-ce que c'est deux personnes qui se chamaillent entre elles? Au niveau de la résolution de conflit, quand j'essaie de résoudre le conflit avec Charles, est-ce que c'est parce que je veux avoir le contrôle sur lui ou parce que je veux, au contraire, trouver une solution ou trouver un terrain d'entente qui est satisfaisant pour les deux? Et de quelle façon je vois l'autre personne? Est-ce que je suis très, très hostile envers l'autre sexe ou au contraire, j'ai une image positive de Charles et je suis capable de reconnaître ses qualités et la personne qu'il est? C'est ces facteurs-là qu'on va prendre en considération pour évaluer une dynamique de violence et pour évaluer la sévérité de la violence. Juste une mise en bouche là, pour qu'on comprenne comment on évalue la dynamique, parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'aller en profondeur aujourd'hui. Quelques constats qu'on a fait à l'entraide pour hommes 2020, une augmentation des papas qui viennent consulter à l'entraide pour hommes. Notre hypothèse, c'est évidemment le contexte pandémique. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des hommes qui se retrouvent à la maison, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce qu'ils sont en télétravail. Souvent, la conjointe va travailler ou la conjointe se retrouve à la maison et l'homme se retrouve à gérer
dans le fond, le quotidien avec les enfants ou se retrouve tout simplement 24 heures sur 24 avec ses enfants. Donc, on s'entend que la situation là, est plus propice à l'émergence des comportements violents. Nous avons des cas, et Charles pourra en parler plus en profondeur tantôt, mais on a des hommes qui sont venus consulter depuis la pandémie, qui n'avaient pas eu de violence avant la pandémie. Évidemment, c'était des hommes qui avaient un peu d'impatience. On s'entend, il y avait un fond d'impatience, d'irritabilité, mais la pandémie est venue exacerber cet état émotionnel-là. Ce qu'on va voir aussi chez nos papas, c'est une difficulté à comprendre que l'enfant peut avoir des conséquences s'il n'a pas été touché. Souvent, ce qu'on va attendre, c'est ben, il n'était même pas là. Je me suis chicanée avec ma femme, mais il n'était même pas là, il était dans sa chambre. Alors qu'on sait très bien qu'un enfant, c'est une petite éponge, il a juste à entendre des cris, à sentir l'atmosphère, à sentir la tension dans la maison pour qu'il y ait des impacts. Donc, difficulté à voir, et même quand c'est des mots, beaucoup de difficulté à voir qu'il y a de la violence quand il n'y a pas eu de coups portés. Étrangement, à ce qu'on pourrait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité de nos papas sont impliqués dans le jeu avec les enfants, dans les sorties et dans l'éducation. Peut-être que j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, Charles. Oui, ben en fait, parce que souvent dans les premières rencontres, on regarde un petit peu de quoi a l'air la famille, le lien avec la conjointe, etc. Et de plus en plus, ce qu'on entend, c'est le père, justement, qui se dit impliqué, là, que ses enfants, pour lui, sont importants. Il vient ici, justement, parce qu'il veut pas que son enfant refasse souvent qu'est-ce qu'il peut avoir vécu. Non, de plus en plus, c'est ça. C'est le modèle qui a changé, en fait, un peu là, de ce qu'on voyait des anciennes générations, du papa qui était plus distant, qui parlait pas trop de ses émotions, mais j'entends très souvent là, le père qui va me dire, je dis souvent à mes enfants que je les aime. Donc, je veux être présent, je veux m'impliquer pour eux. Donc, on voit quand même une gradation, là, par chance, là. Le modèle qu'on voyait auparavant tend à changer de plus en plus. Donc, encore là, c'est pas parce qu'un homme qui vient nous voir, qui a des comportements de violence, qui vient travailler avec nous, que nécessairement il est désengagé ou qu'il n'aime pas ses enfants, ou que pour lui, il n'y a pas de lien avec eux. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est que l'enfant a été conçu très, très rapidement dans la relation lorsqu'il vient nous voir. Est-ce que tu as envie de nous parler de ça, Charles? Oui, ben encore là, il y a différents profils là, à ce niveau-là des enfants conçus rapidement. Le préjugé qu'on peut avoir, des fois, c'est des familles peut-être plus en difficulté, là, des gens qui ont vraiment des difficultés relationnelles ou qui sont des fois dans des situations socio-économiques plus difficiles, puis tant que des enfants qui apparaissent, on peut dire, là, qu'il y a des naissances qui arrivent très rapidement. Mais on le voit aussi dans des profils de gens, là, de tous les profils, en fait. Là. Je pense à un exemple de quelqu'un qui est venu me voir, en fait, même ce matin, là, que dans sa relation, était dans la trentaine, une personne bien établie, là, professionnelle, qui, dès le début de la relation, là, en dedans de quelques mois, des enfants, pouf, ma conjointe est enceinte, et ben on garde l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui va de plus en plus. Mais c'est ça, comme je dis, il y a différents profils. Là, on voyait beaucoup plus auparavant le contexte là, où les gens entrent en relation, un nouvel enfant, séparation, nouvelle conjointe, nouvel enfant, très, très rapidement. Là. Mais c'est plus le cas. Là. On peut dire qu'il y a plusieurs choses maintenant là, qui sont présentes. Peut-être la pandémie, je ne sais pas encore là. On peut rentrer dans les suppositions, là, mais on n'a pas encore de preuves scientifiques ou quoi que ce soit. Là, mais probablement qu'il y a un impact, j'imagine, à ce niveau-là. Et autre constat que je n'ai pas inscrit, là, je pense que je vais le rajouter là, en vous disant, je dis, ah oui, c'est vrai, ça c'est intéressant. La majorité de nos cas qui sont en lien avec, qui sont sous les centres jeunesse avec la DPJ, ce sont des papas qui sont venus de façon volontaire. Alors ça, je pense que c'est important de le souligner aussi, des papas. Je pense entre autres à un cas qui fatigué, épuisé, problème d'argent, travaille beaucoup. Il y a un enfant en bas âge qui ne veut pas dormir, il brasse un peu, il s'arrête. Première chose qu'il a été faire, c'est d'aller lui-même se rendre à DPJ. Puis tout de suite après, il est arrivé à l'entraide pour homme. Donc, on a beaucoup de gars qui vont d'eux-mêmes au centre jeunesse parce qu'ils ont peur de se rendre beaucoup plus loin dans leur violence.
Ouais, c'est ça. On cherche l'aide à la DPJ. Très souvent, on a beaucoup de gens là, qui nous sont référés par la DPJ. On a un bon lien avec eux quand même à ce niveau-là. Donc, on est souvent référé par la DPJ là, pour travailler avec les pères au niveau des comportements de violence dans la relation, que ce soit même des fois juste avec la mère aussi, ce qu'on l'a nommé tantôt. C'est vrai qu'on entend souvent la personne qui va nommer, oui, mais j'ai pas de comportement de violence envers mon enfant, mais beaucoup de chicanes qui sont présentes quand même entre les parents. Et que l'enfant est témoin. Donc, on s'est reconnu là, que ça a un impact là, au niveau des enfants, de ce qu'ils voient comme violence là, à la maison. Valérie, avant que l'on passe aux différents profils types, est-ce que nous avons des commentaires ou des questions dans le chat? Non, pour l'instant, tout est beau. Non? Okay. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose dans le chat avant qu'on passe au profil type? 3, 2, 1. Alors, premier profil type, parle-nous de, il s'appelle comment, Charles? Oui, ben en fait, pour les profils types, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler d'un exemple, quelqu'un qui est venu justement dans la dernière année, puis après, on va décortiquer un petit peu là, à quoi qu'il représente. Le premier profil, c'est le terrorisme intime, en fait. Donc, la personne dont je vais vous parler, je vais donner un nom fictif, évidemment, là, pour le bien de la cause. Là. On va l'appeler Michel, pour que ce soit plus facile. Mais excusez, je vais regarder un petit peu mes notes pendant que je vais faire ça. C'est très déstabilisant. Moi, je ne vous vois pas en passant. C'est très particulier. Oui, parce que le PowerPoint devant toi, oui. Oui, ben, je suis habitué avec Zoom de pouvoir partager un PowerPoint et de voir les gens quand même, mais bon, c'est ça, on s'habitue. Mais moi, Charles, j'en vois juste 6 devant moi, 5 devant moi. Les restes, je ne les vois pas. Fait que... Bon, excuse-moi, Charles, il y aurait une petite question oui. dans le chat. Que faire avec un père qui est dans le déni par rapport à son geste? On va le voir à travers des profils types. Mais Valérie, retiens la question. Si je n'y réponds pas, mettons, parce que je passe une bulle, tu me connais, ramène-moi, OK? Parfait. Parce qu'encore là, cette question-là, si la personne veut préciser aussi, est-ce que la personne, on parle d'un déni pendant que la personne fait sa démarche ou d'un déni avant? C'est ça, parce que ça change la réponse un petit peu à ce niveau-là aussi. Là. Mais on va le voir dans les profils, on y touche. Mais si je ne réponds pas, Valérie, rappelle-moi. Donc, le premier Alors, profil. Michel. Oui, quand on parle de Michel, donc c'est quelqu'un qui est venu nous voir. Dans son cas, c'était suite à une séparation avec la mère des enfants. En fait, il venait nous voir à cause d'une obligation de la cour, ben en fait même d'une probation. Il avait été reconnu coupable de gestes au criminel et par la DPJ. Donc, disons que le volontariat était plutôt à travailler dans les premières rencontres de ce côté-là. Donc, quelqu'un qui vient nous voir, qui pour lui, les comportements qu'il avait avec sa conjointe, c'est quelqu'un là, qui, même avant la séparation, là, il y avait des caméras à la maison là, qui étaient installées pour comprendre, voir qu'est-ce qui se passe quand monsieur n'est pas là, et que les caméras, même après la séparation, n'avaient pas été retirées. Donc, on comprend qu'au niveau du criminel, hein, ça cause quelques petits problèmes. Venez voir aussi par rapport à du harcèlement qu'il avait fait envers madame. Beaucoup à déconstruire, en fait, l'idée, lui, ses comportements de violence, en fait, étaient vraiment dans l'idée de garder le contrôle sur la relation et faire en sorte que ce soit avec sa conjointe, son ex-conjointe, et envers ses enfants, d'être capable de toujours maintenir ce noyau familial-là, mais sous ses règles à lui, en fait. Hein. Donc, il n'y avait pas beaucoup de flexibilité. Quand on travaillait au niveau là, du lien avec la conjointe, au niveau de l'éducation, il y avait des discussions, mais c'était toujours son point de vue qui était mis de l'avant. Hein. Donc, on parle ici d'une personne, d'un professionnel là, qui était, c'est ça, le genre de profession, sans doute nommée, là, qui demande beaucoup d'éloquence et qui demande d'être capable d'avoir un bon argumentaire. Donc, monsieur est déjà habitué de gagner ses argumentations d'une certaine façon dans son cadre professionnel et qui met ça de l'avant beaucoup dans sa relation aussi. Hein. Donc, on garde tout le contrôle de ce côté-là. Beaucoup au niveau de la relation avec les enfants, c'est là que ça devenait particulier. C'est que la façon que c'est décrit, c'est une relation avec les enfants que, bon, j'aime beaucoup mes enfants, je veux être présent pour eux. Et quand on comprend, quand on discute avec lui, il y a beaucoup un côté d'instrumentalisation, en fait, du lien avec les enfants, de
ben, je veux avoir les enfants parce que pendant que je les ai, madame les a pas. Donc, madame n'est pas digne, en fait, de s'occuper de mes enfants. Moi, je suis un bon père, je veux m'occuper d'eux. Donc, beaucoup de travail au niveau de comprendre, en fait, que les comportements qu'il a eus, ben, même pour ses enfants, ils ont un impact aussi pour eux et non pas juste là, pour madame. C'est dur. Il y a de quoi de très rigide, en fait, dans la personnalité. Quelqu'un qui a fait une démarche au complet, qui, par chance, on a réussi à créer un très bon lien là, thérapeutique, d'alliance professionnelle, si on peut dire, avec la personne, qui fait en sorte qu'on est capable de le confronter. On est capable d'aller chercher quand même quelque chose, mais c'est pas gagné d'avance. Il n'est pas arrivé avec cette ouverture-là. Ça a pris plusieurs semaines. En fait, c'est quelqu'un qui a fait une démarche de groupe comme on fait, mais qui a fait beaucoup de rencontres en individuel avant, parce qu'on avait beaucoup de choses à travailler avant de pouvoir le joindre dans le processus de groupe usuel qu'on a. En fait, ce qu'on peut voir au niveau là, des gestes de violence, c'était beaucoup en lien avec les pertes de contrôle. Donc, justement, le fait de se faire retirer les enfants là, explose contre l'ex-conjoint. La rupture, l'idée, en fait, même là, de la séparation, l'idée que madame a un nouveau conjoint éventuellement. À chaque fois, c'était des rechutes qu'on pouvait voir là, dans la démarche qu'on faisait avec monsieur, qu'il fallait reprendre là, beaucoup. Sinon, ben, en fait, je te laisserai présenter. Je pense qu'après ça, avec... Après ça, on devrait être pas pire. Oui, je pense que, écoute, sans un listing, là, mais je pense qu'avec lui, j'avais quasiment tous les éléments du terrorisme intime qui étaient présents, en fait. Tout à fait. En fait, ce qu'est le terrorisme intime, ce qu'on peut comprendre aussi par le cas de Michel, c'est vraiment du contrôle coercitif. C'est-à-dire que c'est du contrôle qui est choisi. Il a l'intention très claire, très consciente d'installer son contrôle parce qu'il ne veut pas le perdre. C'est souvent une violence émotive et physique qui est très sévère. C'est pas léger, c'est très sévère et c'est installé dans le temps. On installe un climat de terreur et la conjointe et les enfants se sentent pris au piège et marchent sur des œufs. C'est ce qu'on entend par le terrorisme intime. Chose importante à savoir, à l'entraide pour hommes, en tout cas, c'est quoi, 10 de notre clientèle? Wow. Ouais, je suis même pas sûr si c'est 10 en fait. Là, ça, c'est nos éléments, nos croquants, si je peux dire. Là, quand tu en as deux dans ton agenda, là, c'est pas pire. Mais non, c'est assez rare. On en voit. Moi, en tout cas, depuis que je suis ici, ça fait pas 20 ans, là, mais je n'ai pas vu tant que ça là, en terrorisme intime. Là. Et pourtant, ce sont eux qu'on voit dans les publicités. Ça, je tiens à le nommer. Ce qu'on voit dans les publicités, ce qu'on entend parler à la télévision, c'est ce 10 %-là, de façon généreuse, qu'on va parler. Les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque que l'homme soit dans le terrorisme intime? Des gens qui ont beaucoup d'impulsivité, qui, à la base, sont très impulsifs. Ce sont des hommes qui ont passé de violences assez lourdes, souvent victimes d'intimidation, de victimisation ou abandon pendant la famille ou de la violence assez brutale dans la famille. Ce sont des hommes aussi qui ont un seuil de tolérance très élevé à la violence. Moi, je me souviens, entre autres, seuil de tolérance élevé, par exemple, je me souviens d'un homme qui était militaire, qui avait été en Bosnie. Puis lui, sur l'heure du souper, il voulait que ce soit silencieux avec les enfants. Fait qu'il avait un gros coup de poing sur la table. Mais j'interviens là-dessus, sur le coup de poing de table, il m'a dit c'est gros, il dit, ben voyons donc. Hey, moi, j'ai tué du monde en Bosnie, là, tu ne viendras pas me dire que de donner un coup de poing sur la table, c'est violent. Là. Fait un seuil de tolérance très élevé. Ce sont des gens qui sont très hostiles envers l'autre sexe, là, qui sont vraiment dans les stéréotypes, qui ont de la difficulté à voir l'autre personne comme étant bonne. Par exemple, le cas que Charles apporte, cet homme-là n'était même pas capable que, nonobstant la relation de couple qu'il avait eue avec cette femme-là, le dénouement n'était pas heureux, qu'elle avait quand même des qualités de mère. Elle n'est même pas capable de reconnaître que c'était une bonne mère. Au contraire, tout était noir dans sa vision envers elle. Ce qu'on va voir beaucoup dans le terrorisme intime, jalousie excessive. Et par conséquent, les gestes qu'on voit souvent, c'est harcèlement, là, tout ce qui est obsessif, là, harcèlement, surveillance, c'est ce qu'on va voir beaucoup. Comme Charles a pu bien l'illustrer, la visée, l'intention de ce comportement-là, c'est vraiment je vais utiliser la violence pour contrôler l'autre, pour la manipuler, pour la posséder et pour la venger. Évidemment, il n'est pas conscient de sa violence. Donc, je vais répondre à la question. Qu'est-ce qu'on fait quand un homme, et tu pourras rajouter, Charles, l'homme qui arrive là, dans nos bureaux puis qui ne veut pas reconnaître son geste.
il arrive, là, il ne veut pas reconnaître son geste. Évidemment, Charles a nommé la première chose à faire, c'est une alliance thérapeutique. Si je veux être capable de le confronter, je dois nécessairement le supporter. Fait que mon rôle est toujours constamment de je supporte, je confronte, je supporte, je confronte. Et pour arriver à faire ça, je dois installer un climat de confiance. On peut se mettre dans la peau de... Moi, là, si la première fois je rencontre quelqu'un, même si une psychologue, peu importe, renommée, puis qu'elle me dit « Parle-moi de ton plus gros secret. » C'est sûr que non. Alors, c'est sûr que ce gars-là, qui porte cette violence-là, qui n'en est pas trop conscient, mais en même temps très honteux, c'est difficile. Donc, c'est très important, avec tous les profils types d'ailleurs, c'est de pouvoir installer vraiment un climat de confiance pour qu'ils ne se sentent pas jugés. Moi, je dis toujours, il faut que ce père-là, que cet homme-là, quand il sort de mon bureau, il se sente un peu mieux. S'il se sent plus mal et moins compétent en sortant de mon bureau, il y a un problème. Moi, je veux qu'il sorte avec une fierté, avec un petit plus de sentiment de compétence. Fait que pour qu'il puisse prendre conscience vraiment de son geste de violence, après avoir installé un climat de confiance, on a des outils qui existent, comme par exemple, on a l'inventaire des comportements violents, qui est la liste des comportements, de tous les types de violence, qui va de la violence verbale, psychologique, spirituelle, à de la violence physique. On inclut aussi là-dedans toute la violence qu'on peut faire pendant les médias. Fait qu'il y a à prendre du recul, puis à cocher quelle violence il a subi, lui. C'est important qu'il s'en rende compte quelle violence il fait subir à l'autre et quelle est la répétition. Fait que ça, c'est un outil qui fonctionne assez bien à la base. Charles, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ben, si on peut être dans l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est dans le déni, ben, un peu comme j'expliquais dans son cas, absolument, on a une façon de procéder qu'on va faire 2, 3 rencontres au début en individuel et on intègre la personne dans un groupe d'intervention. Dans des cas comme ça, plus souvent qu'autrement, on a à travailler avec la personne plus longtemps en individuel pour vraiment avoir un peu plus de contact direct avec, là, pour pouvoir vraiment travailler, que la personne puisse travailler la responsabilisation davantage. Il ne faut pas le rentrer dans un groupe trop rapidement et que la personne, à ce moment-là, peut-être même peut se sentir confrontée ou ne se sent pas à sa place parce que selon lui, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, c'est dans l'accompagnement qu'on va faire plus de rencontres, plus de suivi. C'est quelqu'un, en fait, là, dans le cas de Michel, mais dans le cas de n'importe qui serait dans l'idée de terrorisme intime, on l'a nommé, là, c'est des cas qui demandent plus de suivi serré, étant donné que ça peut être les cas que malheureusement on pourrait voir dans les journaux, comme dans toutes les situations qu'on voit actuellement. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas l'intensité de suivi va être différente selon les différents profils, bien évidemment. Mais ça, on a un travail de conscientisation sur vraiment comme plus ce que j'ai fait, l'inventaire, puis aussi travailler de l'empathie. Parce que cet homme-là, il n'est pas capable de se mettre dans la peau de l'autre, il n'est pas capable de comprendre que son geste, même si c'est un regard, et que ça a des conséquences sur la conjointe et les enfants. Il y a quelqu'un qui demande, après le cheminement, Michel était comment? Comment? Après le cheminement? Oui, comment était Michel? Oui, ben, Michel allait quand même pas mal mieux, en fait. Il y a eu, comme je disais, un peu des rechutes. Il faut comprendre aussi que dans des cas comme ça, on fait du post-suivi aussi. En fait, en général, on fait un post-suivi. Michel, ce que je trouve très rassurant, c'est que j'ai encore des contacts avec lui occasionnels. Il va téléphoner. Donc, il y en avait une autre qui était pour nous, ça, c'est quand même... Moi, Charles, je pense qu'il y a des gens qui ont laissé leur micro ouvert pour votre conversation. Je vais vous demander de fermer votre micro. Oui, j'entends une conversation des fois. Oui, c'est ça. Non, ferme ton micro. Je sais pas c'est qui, Valérie, si tu peux trouver c'est qui. C'est réglé, c'est beau. Bon, voilà, c'est encore pire. Là, je vous entends toutes les voix. Donc, c'est ça. L'idée, c'est que souvent, dans des cas comme ça, le lien est fort, puis les gens vont garder un contact avec nous. Il y a accès à des visites supervisées. Par contre, il a compris que c'est un peu normal par rapport à ce qui s'est passé. Donc, déjà là, on a une gradation énorme là, entre la personne qui, au début, était complètement révoltée contre la DPJ et contre le système en général, que tout est contre lui, qu'il est en train de tout perdre aussi dans sa situation. Donc, il y a une très belle progression. En effet, ça, là-dessus, moi, je trouve ça, là, de garder le contact comme ça, d'habitude, comme je dis, c'est toujours très, très bon signe. Là. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, quelqu'un qui va nous rappeler, en fait, s'il y a de quoi. Là. Mais je pense que ce qui est important à dire, c'est que c'est le plus difficile à aider parce que le terrorisme intime, comme Charles l'a bien illustré, c'est un homme que
les besoins vont être centrés sur lui et non pas sur l'enfant. Il va utiliser l'enfant de façon instrumentale. Je crois qu'on m'a dit qu'à 80% d'entre vous ici aujourd'hui, vous venez des organismes familles, donc vous ne faites pas de l'intervention directe auprès des hommes à comportement violent. Si le terrorisme intime, là, vous le référez. Oui, oui, on le voit il est à référer. Souvent des traits narcissiques aussi qui sont associés là, justement à la personne là, dans le terrorisme intime. Là. Donc oui, c'est aussi venu de le référer chez nous, définitivement. Charles, je vois le temps qui avance. Oui. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un exemple de violence contextuelle. Oui, oui, parfait. Donc, je vais y aller plus rapidement pour celui-là. En effet, le temps file, hein, c'est ça? C'est correct. Celui-là, là, c'est celui qu'on voit le plus souvent en passant. C'est le plus populaire. Oui, le deuxième, le troisième aussi. Mais contextuel, là, surtout actuellement avec en temps de pandémie, avec le COVID, il y en a beaucoup, là, des gens. Ça, c'est les démarches volontaires. Ça, c'est les papas, en fait, qui, justement, en contexte de pandémie, sont plus souvent à la maison. La conjointe est plus souvent à la maison. Les enfants sont plus souvent à la maison. Ils sont appelés à rester à la maison s'il y a un autre enfant qui est malade à l'école. Donc, beaucoup de proximité qu'il n'y avait pas avant le contexte de pandémie. Donc, là, je pensais, là, j'ai un exemple, là, Eric, qui vient nous voir, qui est encore dans nos services, en fait, qui, avant la pandémie, avait très peu de problèmes au niveau des comportements de violence. En fait, il y avait des chicanes qu'on pourrait qualifier de chicanes normales, des échanges avec la conjointe, des désaccords, beaucoup en lien avec l'éducation, en fait, dans son cas en particulier. Mais c'était quand même, somme toute, assez bien géré. Et là, le contexte du fait de, dans son cas, il y a eu une perte financière assez importante. Il n'a pas perdu son emploi, mais beaucoup de contrats qu'il a perdu, donc situation financière un petit peu plus dure. Évidemment, le stress que ça l'amène, comme je dis, l'adaptation aussi à la maison, tout cette espèce de mélange-là fait en sorte que monsieur a été beaucoup ébranlé dans son rôle de pourvoyeur aussi à la maison, qui est très présent chez beaucoup d'hommes, l'idée d'être la personne qui amène le pain à table. Et que là, il perd ça, beaucoup d'instabilité avec tout le reste, et voit qu'il y a des comportements qui surgissent. Et même la phrase que j'entends très souvent dans ce profil-là, c'est la personne qui arrive qui dit « ben ça, c'est pas moi, ça. » J'ai fait ça et je m'en suis rendu compte. Je me dis « non, ça, je suis pas de même d'habitude, puis il y a quelque chose à travailler à ce moment-là. » Je m'excuse, Charles, est-ce que tu peux faire suivre le PowerPoint? Pour que oui, les gens... je vais mettre à la deuxième, je ne voulais pas trop, mais j'avoue, on a l'exemple. Parfait, excellent. Donc, quelqu'un qui vient nous voir, c'est ça. Les explosions sont vraiment dues à des contextes très particuliers. Sinon, c'est des gens que quand on fait un peu les rencontres d'accueil de départ, on voit que il ne vient pas d'une famille problématique nécessairement, pas nécessairement vécu de violence là, dans son enfance, ou peut-être dans certains cas, oui. Là, si je parle d'Éric, là, non, il n'y en avait pas. Donc, on essaie de creuser d'où ça peut venir, mais il n'y a pas de prise comme telle ailleurs que qu'est-ce qui se passe dans l'immédiat, dans la situation précise. Puis là, je parle d'Éric, mais dans certains cas, on va le voir aussi avec une rupture amoureuse qui amène tout son lot là, de répercussions aussi, là, des fois qui vont être dures à gérer au niveau du contexte, de la situation actuelle. Je vais me limiter à ça, je pense, là, pour le temps, pour te laisser aller avec le reste de la présentation. Alors, ce qu'on en comprend, c'est vraiment la violence situationnelle, c'est une dynamique qui est causée par des tensions extérieures, des tensions dans le couple qui peut mener à une escalade de la violence. Souvent, ces hommes-là, ils n'ont pas, tu sais, dans le terrorisme intime, toutes les conjointes avant en ont subi de la violence. Dans la violence contextuelle, c'est pas nécessairement une équation, là. Ils peuvent avoir eu des relations très saines autrefois, puis maintenant, non. On parlait du facteur de risque de pandémie, de rupture amoureuse, ça peut être du stress économique. Ce qu'on voit dans les facteurs de risque, présence d'anxiété, beaucoup et de dépression. Évidemment, il y a beaucoup d'insatisfaction dans le couple. C'est ce qu'on va avoir des insatisfactions ou des conflits qui ne sont pas réglés parce que monsieur a vraiment des problèmes de communication et de résolution de conflits. Donc, on laisse aller les choses. Puis parfois, ils sont dans des états physiques altérés. Là. Il y a des gens qui peuvent être très, très fatigués. Fait que ça vient alimenter. Et inévitablement, c'est un homme qui va avoir des difficultés d'autorégulation. Il va avoir des difficultés à revenir. Alors, comparativement,
au terrorisme intime, la visée de son comportement n'est pas nécessairement d'installer un contrôle, mais c'est pas, je ne dis pas que c'est correct, mais c'est de sa visée à lui, qui est pour décharger une tension intérieure. Et c'est pour aussi contrer la difficulté souvent de gérer le quotidien. Donc, c'est vraiment à ça que sert la violence pour ce type d'homme-là. Il n'est pas inconscient, il n'est pas tout à fait conscient de sa violence, mais il n'est pas tout à fait inconscient. C'est un homme qui veut changer. Souvent, ce qu'on va entendre chez les papas, c'est « là, je me suis aperçue, je me suis toujours dit que jamais je ferais la même chose que mon père. » Puis là, je me rends compte que je m'en vais peut-être sur ce terrain-là. Fait que, il y a une certaine conscience qui est là, où je me souviens d'un homme qui dit « moi, je suis là parce que hier, mon fils ne savait pas que je l'entendais. » La mère a dit « Hey, tu vas voir ton père, il peut peut-être t'aider à faire ton projet à l'école. » Puis l'enfant qui dit « Ah ben là, il va être encore fâché, puis il va encore me crier après. » Si je peux ajouter des choses à ce niveau-là. Oui, vas-y. Au niveau de ne pas être pleinement conscient, ce qu'on va voir, c'est l'idée, en fait, qu'on voit dans beaucoup de profils, que les gens sont peu conscients de c'est quoi la violence. Donc, c'est la personne, comme je disais tantôt, qui a nommé, ben ça, c'est pas moi, qui vient travailler, ce qui se sent pas bien, mais qui ne va pas nécessairement arriver en reconnaissant qu'il y a des comportements de violence. Parce que, en effet, là, l'idée de il a explosé, il a tapé sa table en parlant, puis oui, il le fait, mais il ne le voit pas comme une violence. Le fait de crier, ben, je ne suis pas violent, là. Je sais, j'ai de la misère à me gérer, mais donc, c'est ça, en fait, qui va être beaucoup à travailler, là. Mais encore là, ça, c'est quelque chose qui est assez typique là, dans la plupart des hommes là, qui viennent nous voir. Là. Ils sont assez faciles parce qu'au niveau de la parentalité, ce sont des hommes qui sont vraiment hyper consciencieux face aux enfants et ce sont des hommes qui sont centrés sur le besoin des enfants. Donc, c'est nos hommes les plus faciles à aider. Ce qu'on va travailler avec eux, c'est ça, ils sont submergés souvent par la situation qu'ils vivent. Donc, on va y apprendre à faire un recul par rapport à cette situation-là. Je parlais tantôt d'empathie. On va beaucoup travailler l'empathie. Et comme Charles le disait, la sensibilisation sur la violence, on va le sensibiliser sur les différentes formes de violence. Il va y avoir tout un travail avec eux là, d'habileté relationnelle, d'habileté de communication pour que les choses soient réglées au fur et à mesure. Et souvent, comme ce sont des papas qui se sentent impuissants là, face au quotidien, c'est sûr qu'il va y avoir quelques trucs d'habileté parentale. Nous ne sommes pas des experts. Nous, en habileté parentale, on va les référer vers vous autres, vers les organismes familles. C'est là que, c'est ça, on vous les envoie pour ça. Nous, on en travaille un peu, mais sinon, on va vous les envoyer. Et je suis certaine que dans vos organisations, vous envoyez sûrement là, de ce type-là. Est-ce que vous les avez vus avant d'entendre ça aujourd'hui? Je ne sais pas, ça sera une question qu'on pourra se poser tantôt là, dans la réflexion. Mais ce sont des bons papas. Donc, d'emblée, visuellement, on ne va pas aller leur mettre l'étiquette. C'est l'homme beaucoup qui va rentrer dans nos services en voulant changer rapidement. Qui veut des changements, des outils concrets très rapides parce qu'il veut cesser ça là et il veut vraiment tout de suite ne plus être là-dedans puis s'améliorer. Donc oui, en effet, c'est une belle clientèle. C'est un bel échange pour vous. En effet, nous, on vous envoie les contextuels, donc gênez-vous pas de nous envoyer les terroristes intimes. Là. C'est un bon deal, envoyez-moi, c'est vraiment très gagnant pour vous. Oui, parce que ce qu'on voit beaucoup, là, c'est le papa qui s'occupe vraiment, le cas typique, là, le papa qui s'occupe vraiment, mettons, le matin, la routine du matin, lever les enfants, faire le déjeuner, toute la routine, partir pour l'école. Ils perdent pied là ou à la routine du dodo. C'est vraiment là, l'impression de perdre le contrôle sur ce qui se passe, puis pète aux frettes on pète tout aux frettes d'air. Moi aussi, j'ai 2 enfants, ça m'arrive, mais on se rappelle qu'une dynamique de violence, la fréquence est importante. La fréquence et la sévérité est importante. Avant qu'on passe au traditionnel, Valérie, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires dans le chat? Écoute, peut-être que les gens pourront dire, il y avait Edmond qui se demandait les 90% d'auteurs qui ne rentrent pas dans le terrorisme intime, il est préférable d'appeler ça comment? Je pense que c'est exactement ce à quoi vous êtes en train de répondre. Et on a une question, une personne qui se demande, est-ce qu'il est possible qu'un homme passe d'un profil à un autre? C'est assez rare. Il y a le contextuel qu'on vient de parler avec le suivant traditionnel qui sont difficiles à démêler des fois. Mais ce n'est pas le terrorisme intime et le contextuel et le traditionnel qui s'en vient.
n'ont pas la même visée du comportement violent, terrorisme intime, j'ai l'intention très claire d'installer un climat de terreur. Les autres types ne sont pas à l'intérieur de ça. Fait que je te dirais, le terrorisme intime est une catégorie à part. Les autres, ça peut, évidemment, vous allez voir, peut faire des recoupements. Il y a une autre question également, à savoir par rapport au pourcentage des hommes qui ont un profil de terrorisme intime. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit pourcentage de ce profil à votre organisme, puisque ce n'est pas ce profil qui est amené le plus à faire des démarches volontaires, ou bien cela est représentatif du pourcentage de ce type de profil dans la société? Je pense, j'avais déjà fait les recherches, 10 c'est autour de ça, c'est dans la société. De tous les cas dénoncés, là, pas le chiffre noir, dénoncés, le terrorisme intime, c'est ça, c'est à peu près ça, c'est un 10 une chance. Hein, imaginez comment les maisons d'hébergement seraient bondées. On s'entend que le terrorisme intime, c'est celui qui est dangereux. C'est celui qui est à risque lors d'une rupture amoureuse ou quand il perd le contrôle, d'entrer dans des idées d'homicide. Donc, c'est cette conjointe-là, habituellement, qui va aller en maison d'hébergement parce qu'il a installé un climat de terreur. Comme le disait Charles, en entrée de forum, on n'en voit pas beaucoup. Souvent, ce sont des hommes qui, comme ils ne sont totalement pas conscients de leur violence, ils ne viennent pas, ou ils sont dans le système judiciaire assez loin. Puis nous, on n'est pas une prolongation là, du système judiciaire. Donc, effectivement, on a un petit échantillon là, de terrorisme intime. On voit des démarches comme celles qu'on propose ici. Il y en a qui sont faites aussi là, dans les prisons, dans les pénitenciers. Donc, c'est sûr, il faudrait faire la recherche. C'est une très bonne question qui est posée. J'aurais tendance à croire qu'on verrait un plus gros pourcentage, en effet, dans les milieux carcéraux au niveau du terroriste intime, là, parce que en effet, souvent, vu qu'ils ne voient pas leurs propres problématiques, mais ils sont moins appelés à venir nous voir ou à considérer ça important là, de le travailler à ce moment-là de leur vie. Mais on en a quand même. Donc, on va au moins être content là-dessus. Ceux qui viennent, au moins, ça fait qu'on peut travailler avec eux. Mais oui, j'aurais tendance à croire aussi que probablement dans les stats carcérales, là, ça serait peut-être plus élevé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le terrorisme intime, si la conjointe se défend, si elle argumente, si elle sort de son contrôle, il augmente ses jours de violence. En violence contextuelle, la conjointe riposte, dit « tu fais quelque chose, tu as un problème ». Oui, il va se débattre, mais il ne deviendra pas plus dangereux. Il y a une question également à savoir, est-ce que c'est fréquent qu'un homme vous témoigne vivre de la violence de la part de sa conjointe? Charles, je te laisse répondre. Encore là, il y a différentes façons de voir. Là. Dans le sens, je me mets tantôt qu'on a même un groupe d'intervention pour des hommes qui subissent la violence. Donc, on va faire quand même une grosse parenthèse à ce niveau-là. C'est pas parce que quelqu'un qui vient nous voir qui dit vivre la violence dans son couple que nécessairement on va se ramasser dans un groupe d'hommes qui est victime. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est que on a le groupe en fait pour les hommes qui subissent et le groupe pour les hommes qui font la violence. Quelqu'un qui est victime de violence dans sa relation, mais qui en fait à son tour lui aussi, qui a une dynamique en fait de violence bidirectionnelle, justement, dans ce cas-ci, il va intégrer un groupe pour travailler ses propres comportements de violence. Il peut quand même, ça se peut qu'il en subisse à la maison tout de même, là. Ça se peut que sa conjointe ait des comportements de violence verbale, psychologique, même physique, dans son cas. Mais bon, c'est ça, l'accompagnement va être différent de l'homme qui répond par la violence comparativement à l'homme qui vient nous voir, qui vit ces violences-là, mais qui ne répond pas par la violence. Là, l'accompagnement va être un peu plus similaire à ce qu'on pourrait voir dans les centres d'hébergement pour femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, il faut départager un peu ça. Ce n'est pas parce qu'on en fait qu'on n'en vit pas nécessairement. Absolument, dans le cas du terrorisme intime, c'est assez unidirectionnel, mais si on va dans les autres types de profils qu'on vous présente, il y a des possibilités des fois que ça l'aide dans les deux sens aussi. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de la violence à travailler, elle n'a pas de gestion à faire là, au niveau de ses comportements, par contre. Je ne sais pas si ça répond. Pour les questions, parce que j'en ai quelques-unes. Oui. Je continue? Je propose des questions vraiment qui vont toucher l'autre type aussi. Fait que peut-être que je dirais que ça pense, Charles, on va les faire rapidement, les autres types, ça se recoupe. Parfait. Mais on va répondre à toutes les questions. Fait que parle-moi donc d'un traditionnel, Charles. Oui, donc le traditionnel, bon, j'ai mis la diapo quand même. Je vais parler de Stéphane, que c'est quelqu'un, en fait, ça c'est notre
le mâle alpha. Là. Ça, c'est l'homme qui répond en fait là, à tous les critères, les stéréotypes, si je peux dire, de l'homme en société. Donc, Stéphane, c'est quelqu'un qui vient nous voir, qui, un peu comme je le mets tantôt, lui, c'est un pourvoyeur à la maison. C'est quelqu'un qui peut nommer qu'il y a 3 émotions, la rage, la haine et la colère. Puis il l'a dit textuellement comme ça, là, en fait. Bon, en tout cas, beaucoup à travailler au niveau des émotions, vous aurez compris. Donc, quelqu'un qui va beaucoup normaliser la violence parce que souvent, ce qu'on voit dans le modèle traditionnel, ça va être comme dans son cas, c'est qu'il a vécu lui-même de la violence quand il était plus jeune, l'a intégré, en fait, dans sa façon d'agir aussi avec ses enfants en disant, ben, j'ai mangé une coupe de claques quand je suis jeune, je suis pas mort, donc c'est quelque chose qui peut être acceptable. Les enfants ont besoin d'un cadre, donc je vais agir de cette façon-là, ça devrait bien se passer. Bon, c'est sûr, là, c'est un peu ce qui me nomme, mais on sent qu'il y a une façade aussi. Hein. Souvent, là, c'est un petit peu ça, c'est l'idée de l'image que je projette, qui est très, très forte, comme dans le cas de Stéphane. Je veux envoyer, je vais pas valoriser nécessairement la violence, mais je valorise l'image d'un homme fort. Donc, c'est un petit peu ça là, qui représentait, mais il va quand même dire qu'il aime ses enfants, qu'il fait ça pour leur bien. Et encore là, un peu comme dans tous les profils, beaucoup que je vais travailler avec lui, l'impact de ces comportements de violence. Évidemment, à travailler, c'est quoi les autres formes là, d'une saine discipline, de faire de l'autorité, mais sans, évidemment, sans utiliser la violence. C'est des hommes généralement qui, après beaucoup de discussions au niveau de la socialisation, là, avec Stéphane, ça a été ça, on parle beaucoup de la situation et qui va comprendre un peu qu'il est dans un pattern. Donc, il a beaucoup changé, en fait, ses comportements à force de discussion et d'en arriver à dire, moi, la phrase que j'ai entendue de lui, que j'ai entendue assez souvent, je veux briser ce cycle-là. Je l'ai vécu, je me rends compte de ce qui se passe, donc je ne veux pas le répéter. Donc, Stéphane était beaucoup là, dans ça et d'ailleurs est encore dans nos services. Et une méchante différence. Quelqu'un qui, d'ailleurs, je vous tiens à spécifier, était référé par la DPJ dans nos services. Bon, peu de gens comme Stéphane qui sont référés par la DPJ sont contents d'avoir la DPJ dans leur vie au départ, mais à un certain point où il en est rendu, il comprend que c'était quelque chose de nécessaire et arrive à travailler avec eux là, de façon beaucoup plus positive, disons, dans les derniers temps, ce qui est vraiment là, très intéressant là-dessus. Puis là, je suis en train de tout voler un peu tes informations. Oui, c'est ce que je me dis, là, mais bon. Ça, hein, je suis en train d'informations en même temps. En fait, puis moi, l'exemple type qui me vient, là, c'est le père qui, là, les enfants deviennent adolescents, là, puis ça n'a pas d'allure, on ne porte pas une mini-jupe quand on va aller à l'école et qui s'obstine là-dessus jusqu'à en utiliser de la violence. Fait que souvent, ça va être ça, ou souvent, c'est pas de même qu'on met le papier de toilette. Tu sais, le papier, il ne faut pas qu'il tire de ce côté-là, il faut qu'il tire de l'autre côté. Donc, c'est souvent des trucs au quotidien qui peuvent sembler très, très anodins, là, qui vont mener à la violence. Et comme Charles l'a bien illustré, la visée, c'est vraiment pour éduquer à la base, puis par orgueil, puis pour transmettre ses propres valeurs. Évidemment, il n'est pas trop conscient de ses gestes parce qu'il utilise l'exemple qu'il a eu quand il était enfant. Donc, on va travailler avec lui toutes les blessures. Tu sais, moi, j'en ai mangé des claques à la gueule, puis je suis pas mort. Bon, peut-être pas mort, mais tu as eu des émotions à travers ça. Tu as probablement été blessé. Fait qu'une des premières interventions, c'est comment tu te sentais quand tu étais petit cul? Comment tu te sentais quand tu recevais une baffe? Comment tu te sentais pour qu'il puisse faire le pont entre comment je me sentais petit cul puis à quel point je me suis braquée, j'ai bâti une carapace versus avec comment ces enfants peuvent se sentir maintenant. Et je vous dirais que c'est une des interventions les plus porteuses. Je pense que c'est important que ce que vous sachiez, c'est qu'en violence conjugale, les interventions qui fonctionnent le plus, ce sont des interventions centrées sur les enfants. C'est ce qui vient connecter beaucoup, beaucoup, beaucoup les hommes qui prennent des grosses prises de conscience. Et c'est souvent, si nous arrive au départ avec une motivation qui est externe, genre ma blonde va me laisser, mon patron m'a dit de calmer mes nerfs, en cours de processus, la motivation devient les enfants et c'est le levier, c'est un levier qu'on va beaucoup utiliser. Évidemment, bon, Charles le disait, tout travailler la socialisation, la différence entre qu'est-ce qui est de l'autorité, qu'est-ce qui est de la peur. Souvent, ils mélangent les deux. C'est une différence entre respect et peur, on va travailler ça aussi. Et on va l'amener à, comme il n'y a pas de modèle, à réfléchir
et à voir qu'il y a différents types de paternité et à voir, lui, quel type de paternité il a envie. Charles, je te demanderais de nous parler de la 4e catégorie, puis après ça, on va répondre en boucle aux questions. Ça te va-tu? Oui, pas de problème. Donc, dernier profil qui est l'homme en santé mentale. Donc, je vais vous parler plus de, excusez-moi, je vais retrouver, de Mathieu, qui est venu nous voir. En fait, il vient nous voir pas nécessairement encore là dans l'idée qu'il y a des comportements de violence qui veut venir travailler, mais il vient nous voir parce que un peu pris dans tout ce qui vit à la maison. Donc, sa femme est en dépression depuis presque 2 ans. Une jeune fille là, qui est en préadolescence là, avec un TDAH, avec trouble d'opposition, commence à être un petit peu à bout de tout ça. Donc, il s'est beaucoup sacrifié d'un certain côté pour sa conjointe. Évidemment, lui, le rôle de pourvoyeur était imposé. Il n'était pas nécessairement dans cette optique-là avant, étant donné que les deux travaillaient. Mais là, madame n'est pas en mesure de travailler. Donc, prend le rôle, en fait, de il faut que je travaille plus pour mettre du pain sur la table, parce qu'à un moment donné, il faut que ma conjointe et moi-même, et ma fille, puissent évidemment avoir de la nourriture, va faire davantage de tâches à la maison pour être un bon conjoint, être un bon père aussi. Donc, prend beaucoup sur lui. Et dans ce cas-ci, là, Mathieu a beaucoup accumulé. C'est vraiment ça là, qui l'a amené à un moment donné à dire, regarde, il a explosé, en fait, là, avec sa fille qui a des troubles d'opposition, encore là, un peu démuni au niveau de bonnes techniques d'éducation, fait en sorte qu'il a fini par vraiment crier après. Pas eu de violence physique, mais justement, beaucoup de violence verbale, à un point même de un peu dénigrer là, sa jeune fille, là, d'être dans des insultes. Et que là, il se dit, regarde, ça n'a pas d'allure, là, il faut que j'aille voir. Mais on sent que c'est pas lui qui a des troubles de santé mentale. Par contre, là, on pourrait dire que rendu là, si j'avais, on ne fait pas de diagnostic évidemment ici, là, mais beaucoup de traits là, d'une dépression là, qui sont présentes là, dans son cas. Mais bon, encore là, ça venait beaucoup de l'extérieur au début. Mais jamais été très peu d'aide, en fait, commence en fait à aller voir au CLSC pour avoir un peu de soutien avec sa fille, mais aucun soutien là, du côté là, de la conjointe dans ce cas-ci. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à donner tes affaires. On peut répondre aux questions surtout. Alors, la visée des comportements, on voit là que c'est vraiment la santé mentale qui amène cette situation-là. La visée des comportements violents, c'est vraiment décharger des tensions intérieures, tout comme le contextuel, et c'est pour vraiment être capable de gérer la crise. C'est un homme souvent qui n'est pas conscient de ce qu'il fait parce qu'il est submergé par tout ce qui se passe, mais qui veut changer et qui, dans son continuum de paternité, là, il est très proche de ses enfants, mais il se sent très, très coupable de ne pas être assez disponible pour sa conjointe, pas assez disponible pour ses enfants, pas assez. C'est vraiment quelqu'un qui porte une culpabilité, qui a de la misère là, à assumer sa parentalité dans tout ce qui vient, mais qui est beaucoup concentré sur les besoins de ses enfants. Ce qu'on va travailler avec lui, l'accompagnement qu'on va faire, évidemment, on va le faire ventiler, on va travailler ses limites à lui. Ce sont des hommes qui ne posent pas de limites, donc ils peuvent se rendre très, très loin dans l'épuisement et surtout travailler le sentiment d'impuissance parce que à la base, ils ont une méconnaissance de la maladie mentale, la santé mentale de l'autre personne. Ils ont une méconnaissance sur comment je dois interagir avec cette personne-là, peu importe le diagnostic, que ce soit la conjointe ou les enfants, comment je fais ça. Il y a un manque d'information. C'est là que nous, on va aller référer vraiment là, vers les organismes en santé mentale pour qu'ils comprennent. Parce que c'est comme si eux, ils essaient des choses, ils deviennent voilà, en disant « Ouais, mais elle ne comprend rien » ou « Ils ne comprennent rien », bien c'est sûr, c'est la maladie. Donc, il faut vraiment travailler l'impuissance et la compréhension de la maladie. J'arrêterai ici parce que je veux répondre aux questions. Valérie, qu'est-ce qu'on a dans le chat? Oui, donc en début de conférence, il y avait une question à savoir d'où vient le modèle des facteurs de la violence. On parlait de la page des 5 ou 6 continuums. On voulait savoir si c'était quelque chose qui pouvait se partager. Je ne sais pas si moi, ça ne me dit rien. Si ça existe, le continuum, c'est ça, ou les facteurs de violence? D'où vient le modèle des facteurs de la violence? Bien, il y a plein de recherches. Là. Nous, on a ça. Là. Il y a plein de recherches qui parlent des facteurs de la violence. Tu as des facteurs inhérents à la personnalité, à l'individu, excusez, je fais ça a sorti bizarre, ça. À l'individu.
qui est plus au niveau des composantes de impulsivité, personnalité, ça. Il y a aussi ce qui est circonstanciel, donc les éléments qui se passent autour de toi, les situations. Et il y a aussi tout ce qui touche au niveau de la santé mentale. Donc, c'est des facteurs de risque qui existent déjà. Je ne sais pas si on peut transmettre au RVP des trucs. Si jamais on peut transférer des trucs, je me mets une petite note. Puis on pourra envoyer là, la liste des facteurs, mais ça, ces facteurs de risque-là, c'est des facteurs de risque qui ont été vraiment établis par les chercheurs là, en violence conjugale. Ensuite, on demande généralement, est-ce que le terrorisme intime est un cas de violence occasionnelle, contextuelle, qui a comme dégénéré, qui s'est empiré? Non, c'est vraiment un autre profil. C'est comme je le disais tantôt, la visée est très différente. Là. Je le répète, là, le terrorisme intime, il y a vraiment l'intention de contrôler. C'est calculé. Lui, dans sa tête, là, il va faire tel geste pour justement semer un climat de terreur, alors que les autres profils types ne sont pas dans l'intention. Ils n'ont pas, j'ai l'intention de blesser, j'ai l'intention d'installer un climat de contrôle. Donc, ça ne se mêle pas. C'est vraiment une catégorie très à part. Ou peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose, je le verrais plus dans l'idée de la personne en terrorisme intime qui peut peut-être avoir des traits, par exemple, de la personne traditionnelle. Il y a quelque chose qui était présent, mais la visée est très différente. Puis de là à basculer vers l'autre, moi non plus, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je pense pas non plus. À cause de la visée. C'est vraiment à cause de la visée et à cause de la sévérité de la violence. Effectivement, dans le contextuel, il peut se rendre moins dans sa violence. Mais ce qu'on va voir dans les féminicides, c'est du terrorisme intime. Tantôt, on demandait par rapport aux hommes qui pouvaient être victimes de violence violence conjugale, je cherchais mes mots. Oui, ça va. Ça arrive des couples, des parents où la violence soit partagée. Je te laisse répondre, Charles. En fait, je pense avoir répondu un peu tantôt. C'était l'idée justement que la violence est partagée dans le sens que les deux peuvent avoir de la violence. Mais oui, en fait, sauf que c'est sûr que nous, on travaille juste avec les hommes. Donc, c'est sûr que là, on ne travaillera pas avec la conjointe si elle a des comportements de violence. C'est vraiment centré sur les hommes ici. Mais oui, ça se peut là, que dans certains cas, qu'il y ait de la violence des deux côtés et que même qu'il y ait de la violence des deux côtés aussi sur les enfants. C'est pas impossible. Dans ces cas-là, la DPJ va être dans le décor, absolument. Puis ça ne l'était pas avant, elle va le devenir. Parce qu'on est appelé nous-mêmes à faire des signalements. Évidemment, qu'on voit des situations que la DPJ n'est pas présente, ça nous arrive, là, ça m'est déjà arrivé d'avoir à faire un signalement et on le fait en toute transparence. Là. Moi, je vais le nommer à la personne, ça fait rarement son affaire, mais on explique à la personne que c'est pas pour te nuire, c'est pour que ton enfant soit bien. Donc, si tu aimes ton enfant, tu devrais comprendre, c'est pour t'accompagner là-dedans. Donc, on a des signalements qu'on va faire dans des cas comme ça. Parce que nous, on fait le signalement sur, évidemment, si on voit que l'homme continue des comportements de violence malgré la démarche qu'il fait avec nous. Et s'il nous nomme des choses, un peu comme n'importe qui, en fait, tous les intervenants d'ailleurs, on est tenus à ça. Fait que oui, pour revenir à la question principale, oui, on le voit là, que des deux côtés, c'est possible aussi. Là. Raymond, Geneviève confirme que tu pourras transmettre des outils pour diffusion. Parfait. On a une autre question, à savoir le profil traditionnel, il vit dans quel type de dynamique relationnelle avec sa conjointe? C'est le pourvoyeur. Moi, je comprends pas. Moi, là, je travaille 50 heures par semaine. OK? Je me passe comme un hostie de beurre. Je ramène du cash à la maison. Elle a fait 12 heures par semaine. Le ménage n'est pas fait. Les devoirs sont pas faits. Même pas foutu de faire une sauce à spag. C'est là-dedans qu'on se situe. C'est une bonne réponse. Effectivement. Mais on entend beaucoup. C'est ça. On entend beaucoup ça. Fait que, il y a vraiment un rapport de force. Puis lui, dans sa tête, c'est injuste parce qu'il fait vraiment 50 heures par semaine. Fait qu'il s'attend à ce que l'autre torche en arrière. Ça, c'est vraiment, voilà. Ma réponse était assez... assez éloquente. Je suis enregistrée, hein? J'ai oublié que je suis enregistrée, moi. Oui. Vraiment, on l'a dit tantôt, c'est vraiment la personne qui va nourrir les stéréotypes là, de genre qu'on voit. Donc, l'idée, un peu comme Geneviève l'a si bien exprimé, c'est l'homme qui travaille et sur-travaille, mais qu'il voit très peu ses enfants et très peu sa conjointe, mais pour lui, c'est normal et il devrait être valorisé par ses enfants et par sa conjointe pour les sacrifices qu'il fait.
alors que ses enfants et sa conjointe n'ont jamais demandé ce sacrifice-là. Dans le fond, ils veulent juste voir leur père, leur conjoint. Mais bon, c'est ça, c'est des stéréotypes là, qui sont vécus là, vraiment de façon très forte. Une autre question, à savoir, quelle est la différence entre le contextuel et le traditionnel? La visée, hein, on va se rattacher toujours à la visée, puis qu'est-ce qu'on va travailler en premier? Le traditionnel, sa visée, ça va être pour éduquer. Il est vraiment, quand on parle de la visée envers les enfants, là, c'est pour éduquer, et c'est de façon morale, c'est le papa moral, ce qui est bien et ce qui est mal. Il va être dans ces extrêmes-là. Avec lui, ce qu'on va travailler, c'est les stéréotypes, c'est d'accepter que ce qui est mal pour toi, peut-être que ton ado, elle trouve ça bien correct d'avoir les cheveux rouges, puis c'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est correct. C'est vraiment la visée. Est-ce qu'on va travailler avec lui? Puis le traditionnel, on se rappelle, il a vécu, c'est son modèle, c'est son papa, fait qu'on va venir défaire un peu ce schéma-là. Alors que le situationnel, sa visée, c'est je ne me contiens plus, je ne sais pas comment dire les mots. Donc, mon intention, c'est de me faire respecter, c'est de me faire entendre, c'est de décharger mes émotions. Avec lui, on va travailler toute la décharge émotive et l'empathie envers les autres personnes. Les différences sont vraiment marquées. Quelle est l'intention, la visée? Qu'est-ce qu'on va travailler d'abord et avant tout avec lui? Mais tu sais, j'avoue que ces deux-là, on a des modèles hybrides. Là, on demande à savoir ce qu'on entend parler particulièrement par les groupes de femmes. Est-ce que c'est ça que vous définissiez le terrorisme intime? Oui. Oui, c'est c'est un sujet délicat, c'est pas que je ris, là, mais c'est ce que je parle de plus en plus. C'est vraiment ça qui est défini et ça existe. Il faut s'occuper de ça, il faut intervenir auprès de ces femmes-là, toujours. Rien enlever, c'est pas le discours que j'ai. Le discours que j'ai, c'est comme je le disais tantôt, il y a aussi d'autres violences. Et moi, je pense fondamentalement que si on veut endiguer le problème de violence conjugale et familiale, il faut d'abord et avant tout aussi s'occuper de ces hommes-là. On demande... Oui, Charles, excuse. Oui, ben en fait, c'est ça au niveau, là, est-ce que ça correspond au modèle là, des centres de femmes qu'on voit? Pensez, en fait, là, le livre d'Ingrid Falaise là, qui a été mis en série, Le Monstre, là, ça, c'est le terrorisme intime. Ouais. Donc, c'est sûr que, comme on l'a expliqué, c'est un pourcentage, mais il ne faut pas oublier non plus négliger tous les autres profils types là, qui viennent nous voir, qu'il faut travailler, en fait, qui sont très présents aussi, qu'il faut travailler avec eux aussi, pas juste mettre tout le monde dans le même bateau, en fait. Là. Puis pourquoi travailler avec eux aussi? Parce que si on ne travaille pas avec eux, bien évidemment, avec le temps, la violence peut augmenter, peut devenir plus sévère. Donc, ça peut devenir dangereux avec le temps. Puis parce qu'il y a des enfants qui sont là. C'est pas, tu sais, si on veut arrêter ce cycle-là, il faut d'abord et avant tout, tu sais, nous, quand on intervient auprès d'un homme, là, dans notre tête, là, il y a des enfants. Surtout, il y a des enfants puis il y a une conjointe et on travaille en fonction de ça. Fait que de travailler avec ces hommes-là, moi, ce que je me dis, c'est, OK, bien, l'enfant va avoir un autre modèle. Et malgré tous les impacts, là, tu sais, c'est court quand même, on a arrivé pour parler de tout ça, mais malgré, tu sais, il y a des impacts, peu importe la typologie dans laquelle tu te retrouves, il y a des impacts et des conséquences graves pour les enfants. Mais à partir du moment où on intervient avec eux et que ce papa-là est capable de développer son empathie et de procéder à une réparation et de dire à leurs enfants, je m'excuse, déjà, c'est un beau modèle. Avouer ses faiblesses, c'est déjà une bonne réparation. Tous les enfants qui subissent de la violence ou sont témoins de violence souhaitent juste ça dans leur vie. Je m'excuse, je t'aime. Fait que on n'oublie pas qu'il y a eu des gestes avant, mais si on est capable de procéder à un processus de réparation et d'exemple, déjà là, je pense qu'on fait un pas de plus là, vers la non-violence. Est-ce que, excusez, ça a sauté. Est-ce qu'un profil de santé mentale peut engendrer de la violence telle que le terrorisme intime? Par exemple, quelqu'un avec un profil manipulateur ou pervers narcissique? Santé mentale, en fait, qu'est-ce qu'on voit très souvent, c'est plus la personne, comme Geneviève le nommait tantôt, qui oublie ses propres besoins. Donc, on est dans l'inverse du pervers narcissique qui, déjà, à la base, ne pense qu'à ses besoins. Donc, de voir quelqu'un basculer de un vers l'autre, c'est un peu les deux opposés, en fait, dans notre... si on avait à faire un continuum par rapport à nos profils, là, je le verrais très mal, la personne qui vient nous voir dans le contexte santé mentale. Là, on parle de santé mentale qui accompagne des gens qui, autour de lui, ont des troubles de santé mentale. C'est pas lui qui vit les troubles de santé mentale, là, juste spécifié. Mais non, en tout cas, je le verrais très mal basculer vraiment de cette étape-là à terrorisme intime. Encore là,
comme on le spécifie, c'est pas parce que on parle de terrorisme intime, on le décrit justement comme le monstre, le pire, le plus dangereux. Ça veut pas dire que dans un autre profil type, quelqu'un pourrait pas se rendre à un acte de violence physique aussi sévère. Là. Je veux dire, ça, c'est pas impossible non plus. Là. La visée que vous parliez tout à l'heure n'est pas la même. Là. Non, la visée n'est pas la même. Et la répétition des gestes de violence sévère n'est pas la même. Ben, surtout la source, en fait, moi, je le verrais même, la différence entre le terrorisme intime et la personne santé mentale, c'est au niveau de la source. La personne est dans une situation au niveau santé mentale où essaie de tout faire pour essayer de s'en sortir, pour s'ajuster, mais souvent s'oublie lui-même. Donc, l'autre, le terrorisme intime, il ne s'est pas oublié. Là. Il ne s'est jamais oublié, au contraire, il s'est toujours mis de l'avant, s'est priorisé. L'image du pervers narcissique, là, je sais que c'est le diagnostic très à la mode, très tendance ces temps-ci. Donc, oui, ça va être plus là, dans le cadre du terrorisme intime, en fait. Vous suscitez plein de belles questions, c'est super intéressant. C'est bien correct, vas-y, c'est le fun. On a quelqu'un qui dit dans les stéréotypes du genre, justement, là, homme qui travaille trop, est-ce qu'il est possible que la mère considère que les enfants et l'éducation, ça lui reviendrait plutôt à elle? Ouais, ça, c'est notre traditionnel. Oui. Ça, c'est le traditionnel. Ah, oui. C'est le traditionnel, c'est le fameux attends que papa arrive à la maison. Là, ça, là, je tombe un peu dans le très caricatural, là, mais ça reste un peu ça, l'idée que ben, maman, c'est la gentille, papa, c'est lui qui met l'autorité, donc doit être un peu plus sévère parce que c'est pas le rôle de maman de faire ça. Maman devrait être justement le côté très maternel, très qui couvre, là, qui va protéger l'enfant, et papa, lui, met les limites. Donc, ça, c'est dans le traditionnel. Là. Une question que je trouve intéressante aussi, on demande, selon les profils que vous avez présentés, quelle serait la vision de ces hommes-là quant à l'égalité entre les hommes et les femmes? Terrorisme intime a une vision très loin de ce qu'on souhaite, parce qu'au niveau des rapports, c'est souvent une violence qui est unidirectionnelle. La conjointe ne riposte pas, ou quand elle riposte, les gestes de violence augmentent. Fait qu'eux, on oublie ça. Celui qui est dans la violence, les autres types, ce sont, mettons, violence contextuelle, c'est un homme qui a une vision de rapport égalitaire, malgré le fait qu'il y ait des gestes de violence, il va être beaucoup là-dedans. Comme je le disais tantôt, c'est un papa qui est très, très impliqué dans les jeux, dans les sorties, dans les devoirs, dans l'éducation. Fait que lui, il a fait un chemin là, au niveau de l'égalité. Je suis pas en train de dire que c'est parfait, d'excuser le reste, là, mais lui, là, ce qui est là, fondamentalement, et puis il tient compte des besoins de ses enfants, que ce soit des gars ou des filles. Puis souvent, c'est quelqu'un qui va aimer sa conjointe, qui va mal l'aimer, mais qui, à la base, aime être dans la famille. Le traditionnel, c'est comme il est dans ses stéréotypes, c'est beaucoup plus difficile. T'sais, pour lui, c'est le pourvoyeur. Elle, il faut qu'elle s'occupe des enfants, de l'éducation. Lui, c'est important qu'elle se mette belle le samedi. Puis on s'imagine que ça n'existe plus, là, mais il y en a encore. Puis il y a même des jeunes de 20 ans qui sont encore là-dedans. Oui, ça peut être, en fait, au niveau de. Ça peut être aussi le couple que les deux travaillent, mais que monsieur va très, très mal prendre si madame fait plus que lui. Ouais. Là, ça devient problématique. Tu sais, que madame travaille, c'est une affaire, elle aide financièrement, c'est quelque chose, mais il ne faudrait pas qu'elle ait un plus gros salaire, parce que là, il se sentirait, c'est une attaque à l'ego, à cause un peu l'idée traditionnelle que l'homme fait plus d'argent. Donc, tout à fait. Puis santé mentale, tu sais, je pense qu'on peut avoir au niveau des rapports égalitaires, je pense qu'il peut se situer n'importe où. Notre typologie de santé mentale, c'est vraiment pour venir illustrer que quand la santé mentale de l'autre personne, de l'enfant, prend beaucoup de place, ça peut être un nid à violence. Merci. Une autre question à savoir, est-ce que vous avez des usagers qui vivent de la violence dans un couple gay? Et si oui, est-ce qu'il y a une différence dans l'intervention? Ben, je te laisse répondre, Charles. Oui, on en a, mais je vais être très honnête, on n'en a pas tant. La clientèle homosexuelle est très peu présente dans nos services. Par contre, quand on en a, c'est pas mal le même suivi. Là. On va pas, on transforme pas vraiment les outils. L'accompagnement va être très similaire. Encore là, je vais parler pour moi, là, mais même je pense que si je faisais un sondage dans l'équipe, des relations homosexuelles où il y a des enfants, moi, je ne l'ai pas vu. Fait que déjà là, il y a quelque chose aussi là, que la société est en changement, hein, donc ça devient de plus en plus accepté et on le voit, donc des couples homosexuels qui vont avoir des enfants à la maison. Mais là, de là à les voir dans nos services, là, ça,
je sais pas, là, l'hypothèse, des fois, c'est qu'ils vont peut-être se tourner vers des services qui sont orientés beaucoup au niveau, justement, des gens qui sont dans des relations homosexuelles. On le voit. Mais sinon, pour ceux qui viennent nous voir, l'accompagnement est le même, puis ils répondent très bien là, quand ils utilisent les services. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu un homme qui avait quitté parce qu'il ne se sentait pas à sa place ou qu'il se sentait exclu par le travail qu'on fait avec eux. Moi, je dis toujours, on travaille avec l'être humain qu'on a en face de nous. Peu importe son orientation sexuelle, sa couleur, nommez-les toutes, là, mais à l'entraide pour hommes, on intervient avec l'humain en face de nous, avec les outils que nous, on juge qui sont efficaces, qu'on a testés, évidemment, avec les outils qu'on a testés, avec la recherche scientifique. C'est vraiment là-dessus qu'on va se baser. Ils sont les bienvenus, mais effectivement, ils ne se présentent pas. J'imagine un peu comme notre service pour hommes subissant de la violence, c'est bien moins populaire. À la base, il faut dire qu'au Québec, c'est 80% des hommes qui agissent de la violence, là, dans les situations de violence, c'est juste 20% d'hommes victimes. Mais de ces 20%-là, c'est très difficile pour un homme, de par la socialisation, de s'avouer comme étant victime de violence. Fait que j'imagine que dans un couple gay, c'est encore plus difficile. On a une question, je ne sais pas si je la résume pas bien, Betty, je t'invite peut-être à prendre la parole. On dit le profil que vous avez décrit comme terrorisme intime. Généralement, on se demande si la demande d'aide lui est imposée, puis on se demande aussi si pendant le processus d'intervention, il peut rester dans le contexte familial. En fait, au départ, là, Charles et moi, on ne voulait même pas vous en parler de terrorisme intime parce que justement, c'est le moins populaire. Fait qu'on se dit, on ne va pas vouloir parler de ce qui est moins populaire ou de ce que vous allez voir dans vos organismes. Comme Charles le disait, on en voit très peu dans nos organismes, mais effectivement, le terrorisme intime va souvent arriver à l'entraide pour hommes par une ordonnance de la Cour. Est-ce qu'il peut rester à la maison? Je ne sais pas. On ne peut pas, dans le sens où c'est à la Cour de juger de ça. Nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Là. On n'est pas expert là-dedans. C'est ça. Dans les cas que j'ai vus, si je vais juste avec ce que j'ai eu dans mes propres dossiers là, qui étaient en idée de terrorisme intime, ils n'étaient plus en relation, c'était de la probation. Et souvent, même les enfants n'avaient même pas accès aux enfants à part sous supervision, là, soit de quelqu'un de la famille ou de la DPJ même carrément là, directement. Mais ça, c'est ce que j'ai vu. Puis, ouais, non, c'est ça, je tendance à croire, parce que oui, en effet, c'est des gens qui viennent nous voir par une référence extérieure. Là. En fait, je sais pas, je veux juste prendre la parole de seconde. C'est juste que c'est bien répondu, c'était vraiment bien résumé, Valérie. C'est ce que je me disais, si, admettons qu'on a des clients, parce qu'on est dans un contexte que les familles viennent, puis qu'on peut se rendre compte qu'il y a un de nos clients qui a peut-être ce profil-là, mais qu'il peut carrément nous faire croire que, ben non, de toute façon, je suis un traitement, je m'améliore, tout ça, puis pour rester dans ce contexte-là, mais c'est pas la femme qui va lever la voix pour dire non, c'est pas vrai, là. Donc, c'est ça, fait qu'on se dit, est-ce que c'est possible qu'ils soient encore dans le contexte familial ou, c'est ça, puisqu'il n'y a pas l'air de profil de quelqu'un qui va aller chercher de l'aide, là. Fait que c'était pour ça la question, en fait. Des fois, dans des cas comme ça, je vais faire une suggestion. Nous, quelqu'un qui vient nous voir, qui est dans un contexte similaire à ça, s'il y a un suivi ailleurs qui nous demande d'avoir un suivi ailleurs, on va demander une autorisation de divulgation d'informations pour pouvoir discuter. Puis, c'est de le dire en toute transparence, c'est pour assurer un bon suivi dans tes démarches. Donc, être sûr qu'il n'y a pas un dédoublement des services, être sûr que ce que tu reçois, comprendre un peu qu'est-ce que tu travailles avec une autre personne. Ça peut des fois être rassurant à ce moment-là pour quelqu'un en maison de la famille, s'il y a un doute, de simplement demander ça. La personne qui fait vraiment la démarche va généralement être assez transparente et devrait pouvoir ouvrir le pont à ce niveau-là pour pouvoir discuter, puis peut-être même parler avec l'intervenant qui s'occupe de la personne, de voir qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement, est-ce qu'il y aurait besoin de quelque chose de supplémentaire, donc pouvoir discuter librement à ce moment-là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Il y a une intervenante de l'organisme AFMRSH qui vous dit de continuer votre beau travail. Elle a eu une belle histoire de papa qui a cheminé chez vous puis qui maintenant a une belle relation en tant que papa avec son enfant. Merci pour le partage. Et on a une autre participante qui dit également être consciente, d'être conscientisée, être contente d'être conscientisée sur ce qu'est le terrorisme intime encore plus dans le contexte actuel. Il reste 15 minutes. Oui. Donc, je pense qu'on va aller sur les billets, hein? On n'ira pas en atelier, mais c'était intéressant. C'est sûr qu'on était beaucoup trop là, pour avoir des échanges, mais c'était super intéressant, toutes les questions qui nous ont été posées. Comme je le disais d'emblée,
mon objectif à moi, c'est que vous puissiez voir qu'il y a différents portraits, puis que vous puissiez comprendre, peut-être pas avec le terrorisme intime, mais avec les autres, qu'on peut changer de comportement, puis que ces papas-là peuvent devenir des papas compétents, des papas valorisants. Fait que j'espère que ça l'a ouvert un peu cet horizon-là, parce que d'emblée, on a un peu de préjugés. Les billets, ouais, on va parler un peu des billets. Charles, tu rajoutes, s'il te plaît. L'évaluation de ce qui est violent là, va varier selon mon sexe, ma culture, mon histoire personnelle et mon milieu familial. Je vous invite à faire quelque chose de super le fun, là, qui est de faire une réflexion personnelle sur ce que j'ai moi-même vécu, sur ce que j'ai moi-même fait subir, sur ce que c'est quoi ma tolérance, moi, qu'est-ce que pour moi est violent, puis qu'est-ce qu'il est pour l'autre. Ça vient juste nous donner un barème. Tu sais, même lorsqu'on travaille en violence conjugale, en fait, notre tolérance à la violence augmente vraiment beaucoup. Fait qu'on se doit de faire ce recul-là parce que, tu sais, il y a un moment donné où on fait comme, bah, il n'y a rien là, ça. C'est de la petite violence. Alors qu'au contraire, il faut être capable d'être sensible pour être ouvert à ce qui se passe chez notre clientèle. Donc, de pouvoir faire un peu ce travail-là, cette réflexion-là qui va nous permettre d'ouvrir des horizons avec nos participants. Un des biais, c'est de ne pas voir la détresse cachée. Ce sont des hommes honteux. Puis surtout, si vous venez d'un organisme famille, il ne vous dira pas d'emblée. De toute façon, lorsqu'ils arrivent à l'entraide pour hommes, ils ne disent pas hey, « Salut, moi j'ai des problèmes de comportement violent. » Ils vont venir sur un nom de forme qui, à la limite, ils vont dire « Je suis impulsif ». Ils vont avoir un autre vocabulaire. Puis les hommes, surtout ceux qui sont dans le traditionnel, ceux qui ont intégré les valeurs plus traditionnelles, ils vont montrer qu'ils sont forts, ils ne veulent pas montrer tout de suite leur faiblesse. Et un des enjeux, puis ils ne vont pas pleurer, ils vont essayer de garder cette espèce de carapace-là. Et le lien qu'on peut faire très, très rapidement avec ce homme-là, c'est de dire non, mais il s'en fout, là. Tu sais, regarde, il a l'air d'un clown, là, mais il s'en fout totalement. Au même titre où, souvent, ce que je vais dire à mes intervenants, lorsqu'on commence dans ce milieu-là, on va dire, ben là, il n'est même pas motivé, il ne m'a pas dit la vérité. Non, non, attention, là, il est là le billet. De un, il ne sait pas nécessairement ce qui est de la violence. De deux, c'est sa vérité à lui, qui est tellement en état de choc, il est tellement bouleversé par tout ça qu'il en a oublié des bouts. Tu sais, pensez à vous, là, tu sais, lorsqu'on vit une chicane de couple, là, si vous demandez ma version à moi versus la version de mon conjoint, je vous jure, vous allez avoir deux versions totalement différentes. À la limite, on ne vous décrira même pas la pièce de la même façon. Fait que ça dépend, tu sais, souvent l'émotion va prendre le dessus et on va oublier vraiment les détails. Fait que ce n'est pas qu'il n'est pas en détresse, ce n'est pas non plus qu'il n'est pas motivé. Il faut lui donner le temps de prendre du recul à la situation. Fait que ça, c'est important de le savoir parce que d'emblée, si je pars avec l'idée première de dire il s'en fout, il me rit d'en face, il n'est pas motivé, je ne serai pas apte à l'aider à travailler et je ne l'accepterai pas dans les services, puis je ne serai pas disposée à l'accompagner vers les ressources. Le truc pour c'est vraiment dans l'idée, hein, les hommes on parle de la détresse cachée, là, puis encore là, on l'a dit au début, c'est pas dans l'idée de justifier les comportements de violence, bien au contraire, là, on responsabilise les gens, mais il faut se rappeler qu'il y a quelqu'un qui est dans ces comportements-là et pas heureux. On verra pas un papa qui a des comportements de violence qui est bien dans sa peau. Il y a quelque chose à aller travailler, il a besoin d'aide, ça peut être avec nous, mais des fois, c'est à d'autres niveaux aussi qu'il va aller travailler. Donc, il ne faut pas fermer cette porte-là. Là. Le danger, c'est que la personne reste dans sa détresse et poursuive en fait des comportements de violence à ce moment-là. On va impliquer le papa de manière instrumentale. On a fait ça longtemps au Québec. Là, ça tend à changer grâce au RVP. Mais en violence conjugale, c'est encore pire. Si on a ce biais-là de dire il y a eu des comportements violents, c'est un mauvais père, on va complètement mettre de côté tout cet aspect-là. Alors que je l'ai dit tantôt, le levier le plus important, celui qui fonctionne le plus avec ces hommes-là, c'est sa paternité. Fait que on s'entend, là, je ne parle pas de terrorisme intime et de sévérité, là. Je parle de l'autre typologie. C'est important de parler de paternité avec cet homme-là. C'est important d'avoir de quelle façon il voit ça et c'est important de souligner que son engagement, malgré tous les gestes qu'il a pu faire avant, est super important. Et avec lui, il faut travailler un processus vraiment de réparation avec les enfants. Fait que ne pas impliquer de manière instrumentale en disant « il est violent, je l'écarte », je vais aller directement à la mère, ça risque d'être pire.
Souvent, on a tendance à abandonner, ils ne changent pas assez rapidement. On va se le dire, là, c'est long, là, travailler la violence conjugale. À l'entraide pour hommes, c'est vraiment un processus sur 20 semaines de groupe, après qu'on ait fait toute l'évaluation, puis les rencontres individuelles. Les 5 premières rencontres de groupe, nous, on s'attend à rien, outre à ce qu'ils comprennent le vocabulaire. Parce que là, on arrive, de toute façon, il ne sait même pas c'est quoi de la relation d'aide, il ne comprend pas, il n'est pas habitué de parler, il n'est pas habitué de s'observer, puis il ne comprend pas les concepts. Là, on va arriver avec des nouveaux mots, avec la sensibilisation de la violence, avec le temps d'arrêt, avec une communication saine. Fait que les 5 premières rencontres, on s'attend juste à ce qu'ils essaient de capter évidemment, l'arrêt d'agir tout le temps, on s'entend, là, je pense qu'on n'a pas dit d'emblée, il faut qu'il arrête ses comportements violents, comme un alcoolique, il faut que tu arrêtes de consommer, si tu travailles sur toi. C'est bon, c'est le même principe. Mais en dehors de ça, on ne s'attend pas à ce qu'il change, on s'attend juste à ce qu'il essaie de voir les différents concepts. On est vraiment là. Et c'est à la phase 2, entre 5 et 10 rencontres, que là, on va s'attendre à ce qu'il s'approprie des outils. Donc, c'est un processus, ça ne se change pas du jour au lendemain, même si ces propres hommes-là aimeraient changer du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas abandonner. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas abandonner trop rapidement. Il faut être capable de confronter, mais aussi de le supporter là-dedans. Même, en fait, quand on le dit aux gars, souvent, quand on parle d'une démarche sur 20 semaines, la plupart ils font le calcul, disant, mon Dieu, c'est à peu près 5 mois, c'est bien long. Et la plupart vont terminer la démarche en disant, mon Dieu, ça a tellement passé vite. On va le dire aux hommes, en fait, le 20 semaines, là, on te montre une porte, en fait, qu'on dit c'est vers ça qu'il faut que tu te diriges pour continuer dans une dynamique de couple et familiale où il n'y a pas de violence. On te montre le chemin, mais toi, c'est toi qui vas continuer après ça. On donne les outils pour que la personne puisse poursuivre après ça. On ne peut pas parler, là, c'est pas un 20 semaines, c'est pas comme prendre une Tylenol quand tu as un mal de tête que c'est fini. Puis, donc, il y a beaucoup de travail à faire et il y a un maintien des acquis à faire, d'où l'idée qu'on fait un suivi qui est post-suivi, en fait, des rencontres post-suivies plutôt, et que souvent, on invite les gens à nous rappeler au besoin, si 1 an, 2 ans plus tard, il y a quelque chose qui se passe, de nous rappeler pour, des fois même faire un petit refresh en bon québécois, de reprendre, en fait, certains outils des rencontres pour être capable de reprendre, se réapproprier les outils, en fait. C'est ça qu'on voit, c'est que les hommes apprennent à identifier leurs signaux. À partir du moment où ils sentent qu'ils ne vont pas bien, ils reviennent nous voir, ils vont chercher des ressources à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est un apprentissage. Ne pas croire au potentiel de changement. Si à la base, je ne pense pas que tu puisses changer tes comportements violents, je ne serais pas capable de l'accompagner. De toute façon, il va le sentir. Et moi, ce que je dis beaucoup à mes intervenants, c'est lorsque tu as un homme devant toi qui a des comportements violents, je veux d'abord et avant tout, quand tu commences une intervention, une rencontre, que tu sois capable de lui identifier 3 forces. Si tu n'es pas capable de voir 3 forces chez cet homme-là, réfère-le à notre intervenant. Il faut que d'emblée, tu dises, hey, ce gars-là, il y a ces 3 forces-là, puis que tu puisses les utiliser et aussi lui refléter. Je veux qu'il se sente plus compétent en sortant de chez nous. Si je suis fière de lui, s'il se sent plus compétent, le risque de récidive de violence va être moindre. On va peut-être maintenir une logique de méfiance. Il a déjà été violent, il va l'être encore. Fait que de ne pas croire à ce il arrive tout fier, là, parce que ça se met dans la bien-été de faire t'es-tu sûr là, que tu n'as pas crié? T'es-tu sûr que. Évidemment, il faut évaluer, là, on s'entend, mais essayer aussi de croire. Quand il nous arrive avec ses succès, il faut aussi travailler avec ses succès. Et je travaille. Je veux juste vous dire qu'il vous reste environ 5 minutes. OK. Et tu travailles pour qui? Il faut toujours se poser cette question-là. Je travaille pour qui? C'est ça, je disais tantôt. Nous, en Entraide pour hommes, on travaille pour le gars qui est en face de nous, mais on travaille aussi pour ses enfants et pour sa conjointe. Alors, à partir du moment où je sais pour qui je travaille, mes interventions vont être différentes, puis le filet de sécurité que je vais installer autour de lui va être différent aussi. Si je me dis, moi, je travaille pour ce père-là et je travaille pour ses enfants, je vais travailler encore plus ses compétences parentales que si je me dis, je travaille pour lui. Si je travaille juste pour lui, je risque d'oublier en arrière qu'il y a des enfants qui ont des attentes et des besoins. Donc, je travaille pour qui? Toujours se poser cette question-là. Charles, est-ce que tu veux rajouter des choses à nos billets? Ben, en fait, ça serait un peu comme dans l'idée du premier. Hein, en fait, même pour les gens qui sont présents, ça peut être une super belle activité à faire en réunion d'équipe ou en réunion clinique dans vos propres milieux au niveau des biais envers les pairs. Parce qu'on vous nomme le modèle traditionnel. On parle de tous les stéréotypes qui sont liés aux hommes.
Et malgré qu'on est en 2021, ils sont encore très présents. Et si vous regardez la façon même que vous agissez vous-même, probablement que vos enfants peuvent agir, ces stéréotypes-là sont encore là. Ils nous habitent des fois sans qu'on en soit trop conscient. Ça peut être un biais à ce moment-là qu'on n'est même pas vraiment vigilant. Et si on catégorise tous les pères qui viennent nous voir un peu dans ces stéréotypes-là, on peut passer rapidement à côté de quelque chose d'important. Mais non, ce serait pas mal ça. Sinon, je pense que c'était pas mal complet au niveau des biais. Tu sais, Gérard, mais vous êtes trop ça, mais j'ai tellement envie de vous poser la question, est-ce que ça vient changer un peu de votre perception? Si quelqu'un peut écrire dans le chat rapidement, est-ce que ça vient un peu changer votre perception du papa qui a utilisé de la violence? Valérie, je te laisse regarder le chat. En fait, c'est pas des questions, c'est vraiment plus des commentaires. Les gens trouvent ça très intéressant, votre transfert de connaissances. On est content de vous connaître. J'ai adoré, merci. Il serait intéressant d'avoir accès à vos outils présentés dans vos rencontres de groupe. Fait que je sais pas, quelque chose de Raymond, tu pourrais peut-être organiser un autre super conférence. Quelque chose qu'on pourrait procéder à toute la présentation de nos outils. De l'autre côté aussi, ça peut être intéressant. Je ne sais pas où les gens sont situés, mais il y a le regroupement à cœur d'homme, je pense que c'est 31 organismes comme le nôtre qui sont au Québec, si je me souviens bien. Il y a possibilité souvent qu'on aille voir des gens dans vos maisons de la famille pour présenter un petit peu ce qui est fait, puis que vous connaissez en même temps à ce moment-là la ressource qui est proche de chez vous, s'il y a de la référence à faire de ce côté-là. On demande s'il y aurait des livres disponibles sur le sujet, des livres de référence que vous auriez peut-être à conseiller. Eh mon Dieu, oui, mais vite de même. On va mettre ça dans la trousse qu'on va envoyer à Raymond. OK, je me mets une note. Parce que oui, il y en a beaucoup, là. Tu sais, quoique violence et paternité, pas tant, là, mais je vais mettre lecture, trousse. On fera un petit quelque chose. Donnez-nous une bonne semaine, par exemple. On est comme submergés ces temps-ci, là, mais on va envoyer ça à Raymond. Ces temps-ci depuis un bout, mais oui, on va vous envoyer ça. C'est ça. Mais les gens trouvent ça intéressant parce que ça a élargi leurs horizons, changé leur perception aussi, approfondi avec les profils leurs connaissances. On a quelqu'un qui dit un projet est en développement de la part du RVP et du RMO pour les organismes familiales, garderies et autres. Oui. Bon, excellent. C'est fun. D'ailleurs, ça fait partie du plan d'action en violence conjugale pour les situations à risque. Je me souviens plus du nom complet du plan pour les situations plus dangereuses où l'idée est de former les éducatrices en garderie, entre autres. Fait que oui, effectivement, il y a du travail qui se fait. En conclusion, tu commences ta conclusion puis je la finis, Charles? Je vais te laisser aller, en fait, si ça ne te dérange pas. Tu étais plus préparé. Je pense que la conclusion. Je ne fais pas mes conclusions, mais j'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je trouve ça juste dommage que je ne puisse pas voir tout le monde puis échanger. Je pense que les commentaires sont bons. C'est un peu c'est rassurant parce que, comme je le disais en introduction, c'est un terrain glissant. Parler de pères qui ont des comportements